Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et scintillement. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Chacun sa résilience. Qu'est-ce qui restera de nous le soir de notre mort? Combien de personnes m'ont dit « mais t'es folle de quitter TF1 ». C'est-à-dire que la vie, elle est courte. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'accueille Dominique Lagroux-Sampère. Ancienne journaliste chez TF1, elle a également créé son podcast Entre vous et moi. Je vous encourage donc à le regarder et je vous mettrai son lien en description. J'ai également envie de parler de son livre, Celle qui s'aime enfin, aux éditions Flammarion, publié en 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner et laissez-nous un petit commentaire si cet épisode vous a plu. Bonne écoute. Bonjour Dominique. Bonjour Claire. Bienvenue sur le podcast du coup Éclat de femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je t'invite justement sur ce podcast parce que j'étais passée chez toi il y a environ de ça un peu plus d'un mois. Ouais. Et sur ton podcast Entre vous et moi. Et du coup, je voulais plus ou moins qu'on rééchange, mais du coup, en échangeant les rôles justement. Donc, avec grand plaisir de t'accueillir en tout cas aujourd'hui sur ce podcast. Et merci beaucoup d'avoir accepté. Mais c'est moi qui te remercie parce que tu sais, c'est rare aussi de renvoyer l'appareil, non pas parce que se sent obligé de faire ça, mais parce qu'il y a une authenticité dans le lien. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça entre toi et moi. Exactement. Et que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il faut le souligner que c'est pas généralement ce qui se fait de plus courant d'inviter une personne qu'on a reçue. Voilà, donc je te remercie. Et d'autant plus que ton histoire m'a énormément touchée sur plusieurs points aussi. Tu es une femme pour moi, je pense, qui incarne la force et une certaine énergie de positivisme, donc merci beaucoup. Je vais te poser une première question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est quelles sont les 3 choses qui font éclat chez toi? L'amour. L'amour pour mes enfants, pour mon homme et pour ma famille, pour ceux que j'aime et qui font que ma base de vie est là et bien ancrée. La vie, parce que je pense que se savoir en vie alors qu'on le sait du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Prendre conscience justement de l'évanescence de la vie, moi, me maintient en vie aussi. Et puis, se dire que peu importe ce que tu as vécu, peu importe l'âge que tu peux avoir, tout peut commencer à l'instant T, là où tu décides. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me procure de l'éclat et de l'espoir, de se dire qu'en fait, tu es maître de ta vie et que si tu as envie de faire quelque chose, c'est à toi de te mobiliser pour le faire. Voilà. Totalement, je suis totalement alignée avec toi là-dessus. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent mais qui ne vivent pas en même temps. Ouais. Et j'ai l'impression que toi, en tout cas, tu as trouvé ce sens, le fait de vivre pleinement, en tout cas, sa vie. Et c'est quelque chose qui est très beau et que je remarque énormément chez certaines personnes qui souvent ont vécu des choses assez fortes aussi. Donc, et qui arrivent à avoir cette résilience, en tout cas. Donc juste, bravo quoi. C'est pas facile, hein. C'est très compliqué. C'est-à-dire que là, on en parle en disant, voilà... Tout est très beau, etc. Force, etc. Super. Non, c'est de l'endurance. C'est ça, et c'est pas constamment non plus. On n'est pas en train de vivre sa vie pleinement. On est comme ça. Moi, j'aime dire qu'un encéphalogramme, là, c'est quand t'es mort. Oui. Et donc la vie, c'est ça. Alors c'est génial quand t'es là, c'est moins bien quand tu fais ça. Mais c'est ce qui te permet aussi de rebondir et de vivre en fait. Donc ouais, c'est pas parce qu'on a un sourire sur le visage que tout va bien. Je suis totalement d'accord. Peut-être parler un petit peu de ton parcours professionnel.
Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts justement dans le journalisme et après ton parcours justement chez TF1? Je suis née à Dunkerque, mais j'ai grandi à Dieppe en Normandie. Toujours très bonne élève, première de la classe souvent, etc. Et j'ai fait des études d'anglais. Ok. Je dis première de la classe, pas pour me mettre en avant, mais justement ce syndrome de... il faut tout bien faire. Toujours bien faire. La Toujours perfection. Parfait. Et c'est jamais assez. Ouais. J'imagine que tu es comme ça aussi. Oui, alors, mais moi j'ai redoublé ma terminale, donc oui, c'est très drôle. Pour tout remettre à zéro aussi. Pour tout remettre à zéro, parce que c'était un événement fin de ma vie à ce moment-là c'était très compliqué. Et mes parents sont séparés, j'avais perdu ma meilleure amie d'un accident de voiture, donc c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi, et du coup, oui, échec scolaire total. Ouais. Mais à côté de ça, même si j'ai raté mon bac, j'ai fait HEC après, donc au final, en fait, voilà. Mais oui, du coup, je pense qu'on se comprend un peu. Je crois que c'est très féminin, même s'il y a des garçons. La perfection, ouais. Et puis, c'est jamais assez, quoi. C'est jamais bien. Alors, pour qui, pourquoi? Je me pose encore la question. Sans doute un peu pour nos parents. Sûrement. Qui nous ont permis de faire des études, etc. Je ne sais pas. Bref, études d'anglais. En passant par une hypocanie en Cagne à Paris. Donc j'arrive à 18 ans à Paris. Je suis au lycée Jules Ferry dans le 9e pour mes 2 années de prépa. Et puis derrière, je bascule à la Sorbonne, à Paris 4, pour faire une licence, une maîtrise, un DEA. Et puis j'entame une thèse de doctorat. Le parcours parfait. Oui, exactement. Sur un auteur britannique que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle John Fowles. Et je pars également, dans toutes ces années-là, je pars un peu en Angleterre, où j'enseigne en Angleterre. Je pars également au Canada, où je fais un double cursus avec l'université McGill de Montréal. Et puis je rencontre mon futur mari, Claude Sampère, qui était déjà lui journaliste à France 2, France Télé. Qui était donc déjà dans le milieu du travail, puisque nous avions 10 ans de différence. Et moi-même étant très attirée par le journalisme, je me présente à des différents concours d'école, et je suis retenue à l'école de journalisme de Lille, l'ESJ, où je travaille, je suis scolarisée pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 années-là, je décroche le concours d'entrée à TF1. Qui était donc à l'époque où tu gagnais un CDD d'1 an, contrat d'1 an. Ok, tu avais un concours avec l'école, c'est ça? Avec l'école, oui. Okay. En fait, il faut savoir que dans les écoles de journalisme, c'est la même chose à Paris, etc. Mais tu as des journalistes de chaque rédaction qui viennent dans les écoles pour faire leur marché, c'est-à-dire pour dire tiens, je vois bien cet élève-là, etc., etc. Et moi, ils m'avaient recruté pour TF1, mais il faut passer le concours. Et donc j'avais réussi le concours et j'étais entrée à la rédaction de TF1 en 2001. Ok. Grande année, évidemment, avec le 11 septembre, etc. Et moi, je crois vraiment au hasard de la vie, c'est-à-dire qu'avec ce drame terrible, toute la rédaction avait été envoyée justement aux États-Unis pour couvrir les attentats. Et moi, petite jeune stagiaire, j'étais restée à Paris. Et malheureusement, j'allais dire, l'actualité a fait qu'en septembre de la même année, on a eu la terrible explosion AZF à Toulouse. Et comme plus personne n'était à Paris à ce moment-là, c'est moi qui ai été envoyée. Okay. Et donc, au bout de 2 mois, j'étais déjà partie sur une grande actualité à faire des reportages. Et donc, ce CDD d'1 an s'est transformé en CDI de 20 ans, puisque je suis restée 20 ans à TF1. Alors, j'ai monté tous les échelons grâce à mon seul travail, puisque moi j'avais absolument aucun réseau dans le milieu. Donc j'ai vraiment travaillé, j'ai gagné mes échelons comme ça, donc reporter et grand reporter ensuite, puisque j'ai beaucoup couvert les informations générales, c'est-à-dire tout ce qui se passe un peu dans le monde, catastrophes naturelles, etc. J'ai été aussi spécialisée pendant plusieurs années en justice, donc j'ai beaucoup couvert de procès, j'adorais ça. Pouvoir comprendre comment le mécanisme humain pouvait à un moment vriller et passer de l'autre côté de la force, j'allais dire. Donc ça m'intéressait vraiment de comprendre d'un point de vue psychologique pourquoi quelqu'un pouvait passer d'une mère de famille sans histoire à une meurtrière ou ainsi de suite. Quel a été ton pire procès ?
Enfin, si t'en as un qui t'a... L'affaire Outreau a été très très dure pour moi. J'ai Ok. couvert l'affaire Outreau. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ce que c'est? L'affaire Outreau, c'est la grande affaire qui avait explosé dans le Nord. Donc une famille et tout un, j'allais dire, tout un quartier, tout un, j'allais dire, même un corps de métier, une famille accusée de violer ses enfants. On apprend que les voisins également participent à ces soirées terribles. Et puis, les enfants témoignent et disent mais il n'y avait pas que mes parents, il n'y avait pas que les voisins, il y avait également le taxi, la boulangère. Et en fait, il y avait tout un microcosme autour de la famille qui devenait potentiel coupable dans l'affaire. Horrible. Et quand l'affaire éclate, il y a, je me tromperais si je te disais, je pense qu'il devait y avoir une vingtaine ou une trentaine d'accusés dans le box, accusés par la famille, par les enfants, Wow. qui étaient victimes, véritables, mais qui étaient coupables ou pas. Et donc pendant des semaines et des semaines, il a fallu que les jurés écoutent des témoignages absolument horribles. Je faisais partie justement des journalistes qui étaient dans la salle et qui pouvaient écouter ces témoignages, et c'était terrifiant parce qu'on est passé de tous coupables à mensonge. Wow. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, et c'était ça qui m'avait vachement marqué, c'est-à-dire que dans cette histoire, il y avait des victimes, c'était les enfants. Bien sûr. Mais les enfants avaient été victimes de personnes particulières, à savoir les parents et les voisins, qui avaient 4 personnes, qui étaient vraiment des bourreaux et qui avaient violé et martyrisé ces enfants. Mais toutes les autres personnes alentour, en fait, ça a été les déflagrations d'une histoire médiatique qui avait échappé à tout le monde. Et donc les enfants avaient dit reconnaître un tel, alors que ces gens-là, finalement, ont été c'était innocentés. Bien sûr. Des gens qui ont fait de la prison pour rien. Wow. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que quand vous rentrez dans la salle du tribunal, de la cour d'assises, vous regardez tous ces gens accusés et vous vous dites oh, tous ces gens-là sont potentiellement coupables. Waouh, c'est énorme. Et au fur et à mesure, les verrous sautent. Et vous vous rendez compte finalement que la justice peut sauver. Elle peut aussi faire du mal tant que la vérité n'éclate pas. Et des gens qui avaient fait 2 ans de prison pour rien, notamment un monsieur qu'on avait fait un portrait dont la vie était brisée, complètement brisée. J'imagine. Et ça m'avait beaucoup marqué pour la suite de mon travail parce que, attention, en fait, attention à ce qu'on relaie, attention à ce qu'on montre. Le fameux adage « il n'y a pas de fumée sans feu », attention. Parce que la rumeur laisse toujours entendre qu'il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Or, ces gens-là étaient innocents. Et puis après, c'est très compliqué de s'en défaire. Toujours. Impossible. Toujours. Et les enfants étaient des vrais coupables. Donc c'était difficile aussi de remettre en cause, non pas leurs mensonges, mais leur manière à eux de se protéger. Parce que la mère leur disait qu'il y avait d'autres personnes, etc. Donc ils étaient en porte-à-faux. Donc ils ont essayé de bien faire. Mais en effet, il y a eu des drames de chaque côté. Et ça, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais moi toute jeune maman et je me suis dit qu'en fait, la vie est très fragile. Il y avait ça, et il y avait également l'affaire Florence Cassé, cette Française qui avait été arrêtée au Mexique et emprisonnée pour, soi-disant, avoir participé à des enlèvements, séquestrations d'enfants, etc. Et j'ai suivi cette affaire pendant 7 ans. Elle a été soutenue et défendue par un avocat que j'admire, qui est Maître Berton, qui l'a toujours soutenue de A à Z. Et 7 ans après, cette jeune femme qui est née à Dunkerque comme moi, qui est née en 74 comme moi, donc je me sentais un peu impliquée en résonance, bien sûr. Et elle a été finalement libérée au bout de 7 ans de prison dans des prisons mexicaines très dures
parce que l'actualité l'a prouvé ensuite, c'est que le ministre de l'Intérieur mexicain était impliqué dans des affaires de trafic de drogue et qu'il voulait à tout prix montrer qu'il était le shérif de la lutte contre la drogue, et il s'est dit quoi de mieux que d'impliquer une Française qui est au Mexique. Sauf que derrière, c'est 7 ans de tôle. Et j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Florence pour ma chaîne, et elle est toujours dans un coin de sa tête, là-bas, en prison, en fait. Et ça se récupère pas, en fait, ces années volées. Ouais. Et puis d'autant plus que la prison là-bas, ça doit être vraiment pas drôle comparé à celle en France. Exactement. Donc, ouais, c'est des affaires qui choquent un petit peu, mais qui donnent du sens à ce qu'on fait, et qui, moi, j'avais pas besoin de ça, mais en tous les cas, c'est arrivé suffisamment tôt dans mon processus et chemin de journaliste pour comprendre en fait que la parole est fragile, que la vie est fragile, que la justice est fragile, que la vérité est fragile, et que dans ce monde où tout va vite, dans ce monde où on juge par un post rapide, où l'on condamne, où l'on met dans une case, c'est pas si facile que ça. Ouais. Et donc attention à ce qu'on dit, attention au jugement qu'on peut porter. Bien sûr. Parce que je pense que la vie est suffisamment compliquée pour exiger le respect de tout un chacun, en fait. Donc avant de condamner, attendons juste de voir ce qu'il en est. Ouais. Tu avais également un mentor chez TF1, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Pierre Pernaut, qui était donc l'image du trésor de TF1, qui est un monsieur qui m'a beaucoup appris, et qui est surtout celui qui a le premier vu en moi du potentiel. Et ça, quand vous êtes une jeune femme qui doute, qui n'a pas confiance en elle, c'est, je crois, l'apanage de beaucoup d'entre nous. Bien sûr. Et généralement, c'est souvent les femmes qui travaillent bien, qui sont consciencieuses, qui font les choses bien, mais qui ont du mal à se le dire. Et c'est vrai que Jean-Pierre a tout de suite vu en moi non seulement la journaliste de terrain que j'étais, mais également celle qui potentiellement pouvait venir de l'autre côté, c'est-à-dire sur le plateau. Et c'est vrai que quand il m'a tendu la main, j'ai trouvé ça d'une très grande générosité, dans ce milieu où justement les places sont chères. Bien sûr. Où ouvrir son plateau et sa lumière à quelqu'un, c'est risquer aussi dans la tête de ces personnes-là que cette personne-là vous prenne un peu de lumière. Bien sûr. Or, moi j'estime que la vie est ainsi faite, c'est que le soleil brille, donc il brille en effet, mais c'est grâce au soleil que l'on voit et qu'on est illuminé aussi. Et je pense que Jean-Pierre n'avait plus rien à prouver quand il m'a accueillie. Il était la personne installée du Trésor, qui était lui-même passé par des moments difficiles, de critiques, comme quoi c'était le has-been du Trésor, les régions, etc. Et on voit que finalement il en a fait des émules, et qu'aujourd'hui les journaux ont pris cette... Bien sûr. Et c'est bien, tant mieux. Tant mieux. Il a laissé une trace en tout cas. Vaut mieux faire envie que pitié. C'est clair. Donc bravo à lui. Et c'est vrai que quand il m'a accueillie, il a vu en moi celle que je ne voyais pas encore. Et en ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup aussi dans ce milieu, c'est qu'on oublie toujours la reconnaissance et le merci. Quand on est arrivé, en fait, je suis venue là toute seule. Non, moi ils sont rares, hein. Mais lui fait partie de ceux qui ont cru en moi. Et grâce à lui, j'ai pu faire de l'antenne. Grâce à lui, j'ai pu être en plateau, en présentation d'émissions spéciales, notamment sur la proximité, sur SOS Village, Le Plus Beau Marché, etc. Et puis, grâce à lui, j'ai pris confiance. Et ça, c'est un incroyable cadeau, surtout pour la suite de mon chemin. Parce que ça ne s'oublie pas. Surtout quand vous êtes adoubé par
par l'un des meilleurs, si lui voit ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Totalement. Et c'est tellement important d'avoir un mentor, une figure, je pense. Parce que c'est très bien de faire cavalier seul, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir une petite boussole qui nous guide et qu'on puisse se rendre compte justement, comme toi, de tes talents, si je puis dire. Donc, c'est important. Surtout dans un milieu où, comme partout, c'est souvent du chacun pour soi. Bien sûr. C'est souvent moi d'abord et les autres après, si les autres existent à un moment. Ouais. Donc, c'est vrai que ça... J'aime à dire que j'ai eu de la chance, mais je pense aussi qu'il a su voir en moi celle qui n'osait pas encore éclore. Et quand Jean-Pierre m'a donné cette chance, je n'imaginais pas encore ce que ça signifiait. Parce que dans mes yeux, c'était peut-être pour prendre sa suite, pour présenter le trésor que j'aurais adoré présenter. Ça ne s'est pas fait. Et à ce moment-là, vous vous dites quoi? Mince, ça se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous apprenez que à la maison, votre mari, le papa de mes enfants, tombe malade. Que cette maladie va l'entraîner vers une mort 2 ans après. Et puis vous apprenez en même temps que Jean-Pierre a des problèmes de santé. Et que finalement, tout, comme une bombe à déflagration, vous savez, qui fait un arrêt sur image où tout explose. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que veut me dire la vie? Alors, vous ne pensez pas à ça tout de suite. Oui, surtout quand on ne connaît pas encore vraiment d'épreuves assez compliquées. Non. Peut-être qu'au final, on se dit, mais compte. c'est quoi cette bien sûr. putain de vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Donc, vous vous victimisez. Pourquoi moi? À ce moment-là, en plus, l'aventure du trésor ne se fait pas. En tout cas, se fait sans moi. Et vous comprenez plus rien. Et vous comprenez une chose, en fait. C'est que la vie vous donne des leçons. C'est à vous de comprendre le message de ces leçons. Bien sûr. Et c'est aussi à vous de comprendre que vous avez la force d'affronter tout ça. Alors ça passe bien sûr par ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous sombrez. Donc le cancer de Claude l'a emporté. Donc vous devenez veuve et puis vous devez aussi annoncer la nouvelle à vos enfants. Et puis vous devez vous dire que vous allez devoir vivre à 3. Est-ce que vous êtes capable, vous, mère, de supporter tout ça? Supporter le rôle du père et de la mère. Ouais. C'est quelque chose parce que assez lourd. Parce que ça met par terre, en fait, un deuil. Totalement. Ça met par terre. Vous voyez votre avenir professionnel prendre une autre direction. Ok, alors à quoi je sers, en fait? Pourquoi j'ai fait tout ça? Tout arrive d'un coup, en fait. Pourquoi? On m'a dit que j'étais capable, mais en fait, ça se passe pas. Et puis, Jean-Pierre, qui à un moment vous quitte, non plus d'un point de vue imagé, mais d'un point de vue physique, puisque lui aussi va mourir peu de temps après. Tout s'est suivi d'un coup. Et là, j'avoue, c'est le vide. Ouais. Et là, vous mettez les genoux à terre. Mais souvent, moi, j'ai un mantra. La vie ne met pas, quelque chose insurmontable sur notre chemin. Ouais. Et sur le moment, on le voit pas. Mais je pense que sur le moment, tu l'as pas forcément vu non plus. Je pense que tu es passée par des phases très difficiles, justement. Et justement, comment tu as fait pour rebondir après cette vague c'est cette grosse bombe qui a éclaté en face de toi et dans ta famille aussi? J'avais envie de te dire, et toi, comment t'as fait? Ouais. C'est fou. La vie m'a fait un cadeau. Je peux le dire aujourd'hui. Parce que j'ai travaillé dessus, parce que j'ai vu une psy absolument incroyable. C'est donner du sens à ce qui n'en a pas. Puisque ça n'a pas de sens de traverser ce que nous avons traversé, puisque ça n'a pas de sens pour des enfants de perdre leur papa alors qu'ils ont 10 et 13 ans. Bien sûr. Que faire avec ça? J'allais dire que mes soucis professionnels, à ce moment-là, tu te dis, ok, je vais les gérer après. Là, il faut que je gère ce qui se passe. Le perso. Et gérer, c'est à la fois
se dire que si toi t'es pas debout, tes enfants ne pourront pas survivre. Et ça, ils ne le sauront jamais assez, mais mes enfants m'ont sauvée. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Si tu n'avais pas eu ces enfants, est-ce que tu serais peut-être encore là aujourd'hui? Qui sait? Qui sait? Et j'aime à me dire que la vie, ou peut-être Claude, est parti en sachant que j'étais capable en fait de gérer tout ça. Ouais. C'est toujours une image incroyable, mais que je donne aussi à mes proches quand je les sens un peu perdus sur plein de choses. C'est que tu es dans un avion, il y a des turbulences. Des turbulences, merci. Il y a des turbulences et l'oxygène tombe, le masque à oxygène. Le premier des réflexes quand on est une mère, c'est qu'on veut sauver nos mômes. Donc la première des choses, c'est on aurait envie de leur mettre à eux directement le masque à oxygène. Sauf que si vous leur mettez le masque à oxygène et que vous suffoquez parce que vous n'avez plus d'oxygène, non seulement vous mourrez, mais vous n'aurez pas réussi à faire survivre vos deux mômes. Totalement. Alors que si vous mettez d'abord votre masque, ce qui peut paraître dans le cœur d'une mère hyper égoïste, bien sûr, mais il n'y a que ça qui vous permettra de sauver vos enfants. Et en fait, c'est des petites choses comme ça, de dire mais la vie t'appelle à prendre soin de toi, à te sauver pour pouvoir sauver ceux qui comptent le plus au monde pour toi. Et donc c'est en mettant le pied à terre, en me disant tu n'es pas morte, toi, tu es vivante. Aide-les eux à 10 ans et 13 ans à se dire que la vie peut être belle. La vie, même sans un papa, mais la vie avec l'amour d'un père qui a été là pendant 10-13 ans, puisque c'était l'âge de ma fille, et que déjà ça, c'est un cadeau de la vie. Voilà, donc... et j'ai pris... j'ai vraiment fouillé au fin fond de moi pour retrouver la petite lumière qui était encore là, qui s'était jamais éteinte, et qu'il fallait comme souffler dessus pour la raviver un peu. Et c'est vraiment cette image-là, je me revois encore me dire vas-y, reprends souffle. Et j'aime aussi à dire ça pour des potentielles femmes qui ont vécu la même chose que moi et qui auraient peur des critiques, peur des jugements qu'on pourrait leur balancer en pleine figure. C'est que moi, ma manière de m'en sortir, ma manière de respecter cette femme qui devait non seulement être une mère, mais pour être une bonne mère, il fallait qu'elle soit aussi une femme qui se respecte. C'était à travers l'amour. Ouais. Et j'ai eu une grande chance, c'est que mes enfants m'ont tout de suite portée vers ça, en me disant « Maman, t'es géniale, super mère, on peut compter sur toi, mais attention quoi. Si tu ne te retrouves pas toi à 45 ans, consciente d'être une femme qui a encore besoin de vivre, de vibrer et d'aimer, tu vas te perdre. » Et tout adolescent qu'ils sont, c'était aussi, tu vas être sur notre dos pendant encore 20 ans et on n'a pas envie, quoi. Oui. En gros, c'est ça. Et on n'a pas envie d'être à s'occuper de notre mère jusqu'à la fin de sa vie. D'inverser les rôles. Totalement. Et ils ont eu tellement raison. Et c'est pas le but, justement, des enfants, d'inverser les rôles. Non. Et en aimant à nouveau très rapidement, je me suis rendu compte, en fait, que tout comme quand on a un enfant, le deuxième, on l'aime de la même manière, parce que l'amour se démultiplie. Bien sûr. Tout comme on aime, et j'aimerais toujours mon mari, mais quand cet homme, Jeff, est arrivé dans ma vie peu de temps après, en fait je me suis rendu compte que c'était une autre histoire, un autre amour qui prenait vie. C'est pas quelque chose qui est remplacé? Pas du tout. Ça n'a rien à voir? Pas du tout. C'était dédoublé, c'est-à-dire que voilà. Et puis ils prenaient pas la place de leur père, parce que c'est quelqu'un de suffisamment... sensible, intelligent et brillant pour comprendre que c'est pas son histoire, que lui aussi a ses enfants. Et ça a été une première leçon de vie, c'est-à-dire on t'a enlevé un amour, c'est à toi d'aller rechercher quelque chose qui va te donner, qui va te porter, qui va te rendre vivante. Moi, c'est l'amour. Pour une autre femme, ce sera de ne jamais retrouver quelqu'un, mais peut-être de s'éclater dans une association, de construire un nouvel environnement. Bien sûr. Chacun sa clé. Et je pense que le jugement
j'en ai pris du jugement. J'ai lu des choses et une semaine après l'enterrement de Claude, j'étais à l'antenne, j'étais maquillée. Oui, tu t'es pas du tout arrêtée. Jamais. Et j'ai vu les regards. Et donc, c'est rapide. C'est comme ça. Ça doit être dur quand même d'avoir le regard de ces personnes-là, où pour eux, dans leur tête, en fait, tu deviens plus ou moins une personne faible, alors qu'en fait, pas du tout. Ça doit être assez dur, mais en même temps, je sais pas comment t'as fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes que vous voyez, que vous pouvez croiser, qui ont vécu des drames, ce qu'elles renvoient n'est pas à juger. Bien sûr. Un sourire, un lendemain de deuil, un amour, très peu de temps après, un amour éteint. Posez-vous la question, savoir que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que la personne ne serait plus là. Et peut-être que moi, je ne serais plus là pour vous le raconter, en fait. Donc chacun sa résilience, chacun sa force intérieure pour vivre. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. C'est que l'important, c'est la vie. Peu importe le chemin que vous allez emprunter pour vivre, ayez l'intelligence de le respecter, en fait. C'est ce que je dis à toutes celles et ceux qui, quelquefois, peuvent porter des jugements hâtifs sur des situations. Oui, alors qu'ils ne sont pas en soi dans la situation. Tu dis que justement, tu as fait la paix avec la mort. Comment est-ce que tu as fait, justement? Alors, je dois t'avouer quand même que j'ai une chose qui me terrifie, c'est la mort de mes enfants. Ouais. Ça, je pense à des parents endeuillés. Et même ça, je le tiens à distance parce que c'est impensable pour moi. C'est autre chose de perdre ses enfants, je crois, que de perdre une femme, un mari, des parents. C'est quelque chose de très dur. Pour l'avoir vécu, enfin, pas pour moi l'avoir vécu, mais pour avoir vécu, pour avoir vu les parents de ma meilleure amie qui, justement, ont perdu leur seule fille en plus. C'est terrible. Et encore une fois, après, on ne peut pas juger. Non. Mais, chacun fait comme il peut. Donc la mort... de ce côté-là. De ce côté-là est difficile pour moi. Mais en effet, tu parlais tout à l'heure de Jean-Pierre comme de mon mentor. Et j'aime à penser aujourd'hui, parce que je le ressens très profondément, que si Claude, mon mari, si Jean-Pierre sont partis, dans un sens, c'est qu'ils ont senti aussi la possibilité de me dire: Hélène, je peux te lâcher la main parce que je sais que tu vas être une femme incroyable et que tu vas gérer ça. Et Jean-Pierre, professionnellement, j'entends de me dire: vas-y, tu peux voler de tes propres ailes. Et je pense que de mentor, ils sont passés à ange gardien. Et que grâce à cette rencontre, et grâce aux épreuves qui ont été mises sur mon chemin, je me rends compte aujourd'hui que je sais faire seule. Et que je suis devenue cette femme que deux, à la fois intimement et à la fois professionnellement, ont vu de moi, et que je n'acceptais pas encore de révéler. Et moi, j'aime à dire que, je lui dis quelquefois souvent à Claude, que sa mort est un cadeau, même si c'est très difficile à entendre, et qu'encore une fois, j'entends les critiques ou comment ose-t-elle dire ça, etc. Écoutez juste, c'est un cadeau parce que puisqu'il a tout fait pour ne pas mourir, puisqu'il a tout fait pour guérir, puisqu'il a tapé 2 premiers cancers et que 25 ans après, il se fait rattraper par un 3e cancer qui cette fois-ci l'emporte alors qu'il est père, qu'il est mari, puisqu'il a tout fait et que ça ne s'est pas fait, puisque la mort l'a emporté, il y a forcément un cadeau caché. Et le cadeau, c'est de nous permettre, à mes enfants et moi, de prendre notre envol. Et là, je sens que plus rien ne peut m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de quitter TF1 parce que professionnellement, je ne m'y retrouvais plus. J'ai pris la décision d'écrire des livres
pour raconter mon histoire et pour impulser l'espoir et la force que je peux ressentir pour transmettre. Bien sûr. Et de créer ce nouveau média sans rien. Ouais, de zéro. Avec mes propres deniers, comme on dit dans le milieu, from scratch. Donc à zéro total. Parce que ça correspond à ce que je veux faire et transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire raisonner. Mon histoire, c'est pas une histoire au-dessus de la tienne ou d'autres personnes que tu peux recevoir. C'est ton histoire, en fait. C'est ton histoire de vie. Et justement, c'est quand on raconte qui on est vraiment que c'est là que ça fonctionne, ça fonctionne au final. Parce que t'as pas de filtre. Bah oui. Parce que c'est toi. Totalement. Et si ça a marché pour moi, pensez pas que je suis une Wonder Woman. Non. Simplement, moi, je suis passée par là. Si moi, je vous dis, je vous donne justement mes difficultés, mes joies, peut-être que ça va résonner en vous. Moi, je me suis nourrie des récits des autres. Moi, quand j'ai vécu le deuil de Claude, j'ai lu de magnifiques livres sur le deuil. Chaque histoire est différente. Totalement. Mais se dire que, dans mon cas, des milliers de femmes ont vécu le deuil de leur homme, que ce soit pendant les attentats de Charlie Hebdo, les attentats des terrasses, etc. Pourquoi pas moi ? Ouais. Et puis peut-être qu'au final, t'es une certaine voix pour toutes ces femmes, une certaine, peut-être un peu une petite lumière du berger. Ouais. Quelque chose Ouais. comme ça. Mais je comprends totalement ce que tu dis parce que je pense que mon agression, c'est à la fois la pire chose qui me soit arrivée et à la fois la chose la plus belle. Parce qu'avant, je sais pas vraiment qui j'étais. Vraiment pas. Et je faisais plein de choses élitistes, justement, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et en fait, c'était pas moi. Et maintenant, je sais exactement là où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et alors, je dis pas qu'il faut des choses très traumatisantes dans la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de ça. Mais en tout cas, un peu comme toi, ça résonne dans le sens où, bah, ok, on a vécu des choses dures, mais on a trouvé, on va dire, plus ou moins notre voie. Et en tout cas, là où on veut aller, notre chemin de vie, quoi. Ouais, c'est comme si on t'envoyait en pleine figure un ballon qui te fait même vaciller, tomber à terre. C'est qu'est-ce que t'en fais, quoi. Est-ce que finalement tu te dis mais je veux pas le passer à quelqu'un d'autre, en fait, mais pas simplement avec la violence avec laquelle tu l'as reçu, mais c'est juste de dire en fait je vais vous transmettre quelque chose. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui restera de nous le soir de notre mort? Qu'est-ce qu'on veut laisser sur cette terre? Exactement. Moi, j'aimerais juste que mes enfants puissent dire elle a fait du bien. Ça m'irait très bien. Voilà, plutôt qu'on me dise quelle saloperie. Ça m'intéresse pas trop d'avoir cette image-là. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Tu utilises comme phrase d'accroche dans ton podcast: il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, de Paul Éluard. Est-ce que c'est un mantra qui te suit tout le temps? Ouais, souvent de plus en plus, je ne crois pas au hasard impromptu, tu croises quelqu'un, etc. Je crois aux signes. Alors, encore une fois, on va te dire ouais, mais ça c'est pour les perchés, etc. Alors, génial, je suis perchée alors. Bah super. J'adore ça. Moi, c'est ma manière de faire, en fait. C'est vrai que je peux être... je suis beaucoup dans l'observation, j'aime regarder les gens. J'ai une situation, je tombe sur une devanture de magasin et le mot résonne avec la situation que tu viens de vivre. Pour moi, c'est pas un hasard, en fait. Totalement. Après, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu passes à côté? Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu regardes pas... moi, j'ai des perruches dans mon jardin qui viennent manger. Je pourrais complètement passer à côté et ne pas regarder. Je prends un moment pour les regarder et je me dis... ça veut peut-être me dire profite de la beauté du monde, profite de la vie. Ça, juste ça, c'est ça la vie, l'essentiel de la vie. Et ça me booste, en fait. Moi, c'est ce qui m'a permis de rester en vie, en fait, de rester en vie complètement. C'est le matin quand t'as pas envie de te lever de ton lit parce que t'es complètement désemparée, au fond du trou, bien sûr, et que tu vois à travers le rideau une raie de soleil en disant en fait peu importe ce qui se passe, tous les matins ce putain de soleil il va venir, tous les matins il va venir là
il va venir te caresser, donc tu veux pas le voir, donc tu refermes le rideau. Puis finalement, il va passer par en dessous. Tu te dis, mais il est là en fait. Et puis le jour, un jour... Toque à ta fenêtre et puis... Ouais, et un jour, tu vas ouvrir. Ouais. Moi, ça, c'est un signe. Moi, c'est vraiment la lumière de ce soleil qui est tous les matins, pendant pas mal de temps, où je ne voulais pas sortir, où je ne voulais voir plus personne, mais qui est arrivé. Donc, je lui ai dit, bah ok, Coco, t'es là ? Bon, bah ok. Je vais venir voir ce que tu me... Voilà, donc je pense que... Oui, je crois aux signes. Je ne crois pas au hasard, parce que je pense que la vie nous met face à des gens, à des épreuves, à des joies, à des douleurs, auxquelles il faut trouver et donner un sens au fond de soi. Ouais. Et c'est comme ça que tu avances. Ouais, c'est comme ça que j'avance. Combien de personnes m'ont dit, mais t'es folle de quitter TF1, mais c'est dingue. Oui. Forcément, de l'extérieur, ça n'a plus ou moins aucun sens. Mais si ça ne te correspond pas, si à la fin... tu gagnes en liberté, tu gagnes en profondeur humaine, tu gagnes en rencontre, et tu gagnes en espoir, c'est-à-dire que tu peux tout imaginer, en fait. Et tu ne dois rien à personne, puisque tu le crées, toi, et tu le provoques, toi. Et je crois que ce que tu fais, que ce que je fais, peut aussi faire résonner en celles et ceux qui nous regardent des envies, des espoirs, des « et si ». Et c'est ça les rencontres. C'est ça la boule de neige qui se... Ne jamais rien attendre en fait. En donnant, ne jamais rien attendre en retour. C'est ça aussi qui me motive. D'être... de ne pas avoir de plan de carrière, de ne pas avoir de stratégie malsaine, de je fais ça pour avoir ça. J'ai jamais fait ça en fait. Mais finalement ça dérange parce que les gens veulent à chaque fois nous mettre dans des cases. Ouais. Et du coup, toi t'es complètement hors cadre. Ouais. J'aime bien dire je suis sortie de la matrice. Ouais. J'adore. C'est parce que j'aimerais beaucoup recevoir Keanu Reeves. Ok. Écoute, on lui fait un petit appel. Hein. Why not Keanu. Mais oui, c'est ça. Et puis tu sais, souvent ce que tu reçois des autres, que ce soit de la violence, des critiques, quand ils pensent, ça cache souvent la peur, leur propre peur de ne pas avoir osé. Donc forcément, c'est plus facile de dire ah, mais Claire, t'as imaginé ton podcast, mais t'y arriveras jamais, parce qu'eux l'ont pas fait. Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus facile de dire tu vas dans le mur. Okay. Totalement. Gère tes propres peurs, gère ton propre manque d'audace et laisse-moi juste essayer, en fait. Ouais. Voilà. Et puis au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. On a essayé. Il n'y a pas d'échec. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, ma marque de vêtements, c'était une étape dans ma vie. Bien et sûr. Puis maintenant, stop quoi. Tu étais portée certainement par ta grand-mère. C'est ça. D'aller jusqu'au bout. Exactement. Tu l'as fait, mais c'est rien d'autre. Ça va donner naissance à quelque chose. Et puis peut-être que derrière, tu vas recréer quelque chose avec une marque de vêtements, je ne sais quoi. Mais la vie, de toute façon, c'est fait que de cycles aussi, je pense. Et que, en fait, si on reste tout le temps dans une direction linéaire, on s'ennuie. Enfin, tout dépend des personnes. Mais rester, en tout cas, c'est ma vision, mais rester dans son petit confort, justement dans sa zone de confort pendant 40 ans, c'est pas comme ça qu'on vit vraiment. Enfin, on ne découvre pas vraiment la vie. Moi, je veux pas... encore une fois, tu vas me dire, je pense beaucoup à la mort, mais non. Je ne veux pas me dire, voici ce que j'ai vécu, et si, en regardant derrière, en me disant, oh, merde, si j'avais fait ça. J'estime que je suis au début du reste de ma vie, et que je ne veux plus me dire, et si. Je veux essayer. Alors, c'est facile de juger, de critiquer, de porter un regard sur ceux qui essaient. Parce que essayer, forcément, c'est oser et c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, on avance sans forcément savoir ce qui va se passer. Mais quelle joie, quelle peine aussi, quelquefois, oui, c'est clair. De voir que les choses ne vont pas assez vite. Moi qui suis une grande impatiente. Voir que peut-être la porte que vous avez ouverte là, c'était pas la bonne porte. Mais alors on va ouvrir l'autre. Donc c'est très facile aujourd'hui dans cette société de juger celles et ceux qui osent. Moi je préfère être celle qui ose et qui ne jugera pas ceux qui n'osent pas. Parce que c'est eux que je plains en fait. C'est de pouvoir se dire
À 50 ans, ouais, j'ai quitté un CDI, un salaire. Oui, je pointe à France Travail. Oui, l'ego en prend un sacré coup parce qu'on se dit, C'est clair. waouh, avec tout ce que j'ai fait. Ouais. Bonjour. Ça aussi, c'est des épreuves. Mais je t'aurais pas dit ça quand j'ai commencé, quand j'ai poussé la porte de Pôle emploi, je t'aurais pas dit ça. Je me suis retrouvée dans ma voiture, j'ai pleuré comme une enfant, en me disant, mais pourquoi j'ai travaillé si fort? Ouais. Et pourquoi la vie? Ben non, cocotte. C'est pas pourquoi la vie. C'est toi qui as senti que tu ne pouvais plus, que ton corps ne pouvait plus, que ta tête ne pouvait plus, que tu n'étais plus aligné avec ce que tu faisais, l'endroit où tu étais, les gens que tu côtoyais. Donc maintenant, ok, t'as le droit de pleurer. Vas-y, vide tout. Et maintenant, tu y vas. Et en effet, il faut se faire accompagner. Moi, encore une fois, j'ai la chance d'avoir rencontré une psy absolument incroyable qui va rechercher aussi le meilleur de vous et vos mécanismes, en fait. J'ai compris comment je fonctionnais. On se cache plus derrière des trucs. On comprend comment... Ok, là, quand tu fais ça, t'as un peu peur. Ok, pourquoi t'as un peu peur? Là, t'es en colère. Pourquoi t'es en colère, etc. Donc, je dis pas qu'on devient parfaite, hein. Non. C'est qu'on sait analyser et reconnaître. Et accepter les parts de nous qui, justement... un peu plus sombres, nous dérangent un petit peu. Et puis, on arrive à leur parler et leur dire, ok, bon, bah, toi, en ce moment, tu nous déranges. Ouais. Et ça passe. Mais ouais. Se parler aussi. Ok, t'as le droit d'être en colère. Oui, c'est ça. Vas-y, défonce. T'as le droit d'être en colère. Mais maintenant, tu vas te calmer. Ouais. Pourquoi t'es en colère? Ah, en fait, c'est parce que ça résonne sur un truc. Ok, bah tu sais très bien que là, ça te fait mal. Donc, on va avancer de l'autre côté. Et c'est ça, en fait. Alors, évidemment, on aimerait que ça aille plus vite. Évidemment, comme toi, t'aimerais que ton podcast explose, que tu sois... Mais ça prend du temps. Voilà. C'est normal. Ouais. Et justement, c'est grâce à des invités comme toi que ça permet d'avoir des témoignages forts et de pouvoir faire grandir le podcast. Comme toi au début, avec tous tes invités plus exceptionnels les uns que les autres. Et maintenant, ça fait 2 ans que tu l'as créé. Clairement, ça fait 1 an que je travaille avec mon collaborateur qui est mon bras droit, qui est Franck Gerbert, producteur. Et depuis janvier, donc depuis 1 an, on est en hebdo. C'est-à-dire qu'on reçoit un invité chaque semaine. Tu as été invité d'entre vous et moi. Et nous donnons la parole à la fois à des gens connus, personnalités du monde artistique, médiatique, sociétal, télévisuel, etc., artistique, mais également à des gens moins connus, mais qui sont tout aussi héroïques que ceux qu'on voit tout le temps en haut des gros titres. Chacun en soi a le potentiel à être un héros de sa vie. Voilà. Et c'est pour ça que on s'est rencontrés parce qu'on vibre sur les mêmes personnalités, parce qu'on a en nous toutes les deux une souffrance qui sera là, à vie, mais qui ne va pas mener notre vie. Bien sûr, c'est transformer cette souffrance en quelque chose de positif. Et de lumineux. Bien sûr. Donc évidemment, et toi, la personne qui t'a fait ça, et moi, les différentes épreuves que j'ai vécues, c'est pas des choses agréables. Il faut dans ton cas que ce soit réparé judiciairement. Et moi, j'ai réparé ça d'un point de vue santé, mentale, corporelle, etc. Mais à partir de là, ce que moi j'espère, c'est que des gens qui nous écoutent, qui t'écoutent, qui m'écoutent, puissent se dire « ça c'est d'utilité publique ». Bien sûr. Ça, c'est plus important peut-être que des médias traditionnels qui vont viser l'audience, qui vont viser le politiquement correct, qui vont viser... qui cherchent à faire du buzz aussi. Le buzz. Ouais. La plus difficile des choses, c'est la pérennité. La plus difficile des choses, c'est de parler aligné avec son cœur et de durer et de ne pas décevoir. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le titre d'une émission, mais c'est très juste. En revanche, on peut ne pas blesser les gens et faire évoluer le regard sur tel ou tel point d'actualité, de société, d'humain,
en permettant d'élargir le champ de la réflexion. Et c'est tout ce qui m'importe, moi, c'est qu'on arrête de mettre les gens dans des cases, qu'on arrête de les juger pour leur physique, pour leur pensée, pour leur religion, pour leur choix politique. C'est juste essayer de voir l'humain. Et donc j'espère que des témoignages comme le nôtre pourront aussi susciter chez des entrepreneurs, des investisseurs, des choses qui peuvent, à mon avis, à notre petite échelle, faire changer le monde, j'allais dire en mieux. Clairement. On va parler de quelqu'un que je pense ne rentre pas dans les cases, c'est l'héroïne de ton roman, celle qui s'aime enfin, Toscane, justement. Que c'est ton premier roman que tu avais publié. Tu avais publié un autre livre avant. Après l'orage. Exactement, après l'orage. Du coup, aux éditions Flammarion en 2023. Pour résumer vite fait, c'est l'histoire d'une violoniste qui se lasse un peu de sa vie sans comprendre réellement la raison et qui décide d'écrire une lettre de suicide à son ami proche qui, à la suite, deviendra son amant. Je veux pas trop spoiler non plus, parce que c'est hyper important. C'est un apprenant à la nouvelle, justement, d'un refus de participer en tournée par un de ses mentors à New York. Justement, on va dire qu'elle prend conscience que la vie, au final, est importante et qu'elle a besoin de retrouver ses racines aussi, et que du coup, elle va faire toute une introspection et va même retourner dans son pays, dans son petit village d'origine. Et en fait, c'est vraiment un livre, un souffle de positivisme où en fait on voit que le personnage est au plus bas et arrive à se reconstruire à travers justement la compréhension de toute sa vie depuis sa naissance en fait, tout simplement. Et elle est un peu particulière aussi parce que justement elle s'intéresse beaucoup à la langue des oiseaux et à toutes ces significations dont toi aussi je suppose que tu t'intéresses un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous détailler exactement ce que c'est la langue des oiseaux ? Alors il y a un exemple que j'adore prendre, dont je parle dans le livre, c'est l'adjectif merveilleuse. Donc merveilleuse, en un seul mot, merveilleuse. Mais si vous décortiquez au son le mot merveilleuse, ça fait mère veilleuse, une mère qui veille. Et la langue des oiseaux, c'est vraiment une langue originelle très poétique où chaque mot peut se comprendre d'une autre façon, soit au niveau sonore, soit au niveau sens. Donc, il y a plein d'exemples que je donne, mais je ne voudrais pas les dévoiler. Mais en effet, l'histoire de Toscane, c'est une femme qui va apprendre à lire entre les lignes. Et je pense que ce livre-là, c'est en effet, quand vous allez lire ce livre, ce que je voulais dire à mes lecteurs et lectrices, c'est de dire, ne vous contentez pas de ce qui est écrit, mais regardez dans l'entreligne. Ne vous contentez pas des mots, écoutez les silences. Et que c'est pas forcément ce qui fait du bruit, ce qui est visible, ce qui est beau. Le plus important, c'est ce qui est pas encore dans la lumière. Et l'image de Toscane, c'est clairement pour moi avant d'être papillon, on a une chenille. Elle n'est pas chenille, elle est entre la chenille et le papillon. Elle est ce moment-là où dans le cocon, la chenille meurt, littéralement. Elle n'est plus rien. Donc elle est passée de la chenille qui n'ose pas se montrer, qui est pas sûre d'elle, pas confiante en elle, qui attend la validation des autres, qui rampe pour pas gêner, pour pas faire de bruit, qui va chercher la reconnaissance, mais qui ne l'aura pas parce que personne ne va la voir, cette Toscane. Et puis elle va se transformer. Et elle va passer dans ce stade de non-vie, de mort, pour ensuite se transformer en papillon. Incroyable. Et elle est vraiment... J'ai voulu raconter cette histoire qui peut être une histoire universelle pour une femme, pour un homme, d'accepter en fait qu'une vie,
elle est cette transformation. Il faut passer par ces transformations-là pour avancer, pour vivre. Et donc, c'est en ça que c'est très positif. C'est qu'on croit vivre l'horreur. Bien sûr. Mais on ne savait pas qu'être une chenille, c'est pas cool. Alors finalement, on se contentait de ça. On va vivre encore plus durement puisqu'on va disparaître au monde. Ouais. Mais mon Dieu, que c'est beau derrière, le papillon. Après, le papillon, ça dure pas longtemps. C'est aussi l'image de la vie. C'est-à-dire que la vie... elle est courte. Elle n'est pas éternelle. Ouais. Et tu crois invincible. Quand on a 5 ans, 10 ans, à notre âge, on se dit « Oh là là, faut se dépêcher de vivre, quoi. » Ouais. Donc c'est ça, en fait. C'est comme une image, une allégorie de la vie que j'ai voulu raconter. Alors à travers cette jeune virtuose qui n'était pas consciente du talent extraordinaire qu'elle avait, qui vivait dans l'ombre de cette grande artiste, cette grande femme qu'elle n'osait pas sortir et qui finalement va, via des péripéties, via des épreuves de vie, toucher la mort pour renaître. Et en effet, l'Italie, qui est très très présente, notamment dans son prénom Toscane, est effectivement le lieu de sa renaissance, quoi. Donc c'est ça en fait, je pense, la signification de ce livre, et c'est pour ça que c'est très universel, parce que ça peut toucher n'importe qui. Ouais. Je me suis permise de me prêter au jeu justement de la langue des oiseaux avec ton prénom et ton nom, donc Dominique Lagroux-Saint-Père. Ça fait un peu comme une partition. Je ne sais pas si on t'a déjà sorti ou pas. Il y a un Do, il y a un Mi, il y a un La, il y a un Ré du coup aussi. Ouais. Il manque encore le Fa, le Sol, le Si aussi. Ouais. Est-ce que toi tu penses avoir terminé ta partition, avoir découvert tous les cadenas de ta vie justement, ou est-ce qu'il reste encore des choses à déverrouiller? Ah non, elle est loin d'être terminée. Ah ouais. Elle est chouette, la musique. J'aime beaucoup la musique que fait ma vie. C'est très joli ce que tu viens de dire. Mais en effet, je pense que ça évolue tous les jours. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'adore écouter du rock et à la fois des musiques très douces, parce que ta musique, en fait, elle vibre selon ton état, selon tes émotions, selon l'instant T que tu traverses, quoi. Donc non, et puis j'ai hâte de savoir ce que va être la suite de la partition. J'ai également relevé dans quelques citations, en tout cas dans ton livre, dont je voulais parler avec toi justement, dont celle de Nietzsche. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Qu'est-ce que ça t'évoque? Les frissons. Ouais. J'adore cette citation de Nietzsche. Je pense que si on m'avait donné cette citation-là quand j'étais ado, j'étais alors très préservée de tout ça, puisque j'ai eu la chance de grandir dans une famille très aimante, très peu liée au deuil. Enfin, j'ai été préservée de tout ça. Et j'aurais pas vraiment compris, en fait, je pense. Mais pourquoi se faire mal? Oui. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut lire. C'est que le bonheur, c'est pas toujours. En fait, le bonheur, c'est des phases de douleur et des phases de grande joie, en fait. Et le bonheur, c'est ça. Et il faut accepter que pour être heureux, il faut être malheureux. Il faut que pour voir la lumière, il faut aussi accepter l'ombre. Ouais. Quand il fait très très beau et que le soleil tape, on est bien content d'avoir de l'ombre pour un petit peu se mettre à l'écart et souffler. Je crois que c'est ça que m'évoque cette phrase de Nietzsche, c'est que une étoile dansante, c'est une étoile qui vibre, qui bouge, qui est dans l'activité permanente et dans le ressenti. Et pour ça, il faut quelquefois aller voir ce qui fait mal. Ouais. Et j'ai compris en fait que que la vie m'avait offert cette opportunité d'aller voir les choses qui font mal. Faut pas s'y brûler, en fait. Faut pas. Moi, je dis toujours que c'est beaucoup plus facile de sombrer que de remonter. Parce que sombrer, on se laisse tomber. Alors, je dis pas que c'est facile, mais on sombre. On a mal, on pleure, on est complètement. Mais
c'est comme un abandon et vous lâchez prise vous tombez dans un puits et vous laissez tomber, vous laissez tomber. C'est ça, comme... Ouais. Beaucoup plus difficile de remonter parce qu'il n'y a pas de prise. Donc c'est à vous de les trouver, les prises. Et puis quelquefois, on retombe et on se dit, mais à quoi bon? Ben c'est ça en fait. C'est ça la vie. Ouais. Tu parles également dans ton livre d'un autre livre, tu fais référence, Un merveilleux malheur. C'est unique. Exactement. Et tu cites une phrase justement, une partie du livre. Pas de pitié pour les survivants, ce ne sont pas des victimes, ce sont des tueurs. Pour leur faire payer le crime de survivre, il faut exiger d'eux qu'ils nous donnent leur création. Ça te parle, hein? Ouais, énormément. Ça m'a énormément parlé justement et totalement raison en fait. Je déteste quand on... Tu sais pourquoi j'avais un sourire énorme, pourquoi je me maquillais, pourquoi j'étais à l'antenne, etc. Je supportais pas le regard des gens qui me voyaient en pauvre veuve, en victime. Je sais que les gens font de leur mieux. Je sais que c'est très difficile en fait de savoir ce qu'on doit dire. Soyez juste vous-même en fait. Moi, j'ai pas envie d'être une victime. Je suis pas une victime. Toi, tu as été violée. Moi, je suis veuve. C'est un état des lieux. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Voilà. Moi, je coche la case veuve sur les papiers administratifs. Et toi, bah, c'est comme ça. Dans ton histoire, et Claire ça s'est passé. A été violée. Mais c'est du passé. Voilà. T'en fais quoi? Est-ce que tu le brandis comme un drapeau? Non. Je pense que à toutes celles et ceux qui aujourd'hui se présentent en victime, je pense que c'est dommage. Parce que la victime est celle qui est dans la chute. Je demande juste à ces personnes de se faire aider, d'en parler, de trouver ne serait-ce qu'une amie, un professionnel de la santé, bref. Et je vous demande juste d'essayer de regrimper cette paroi du puits parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, pourquoi? Parce que c'est pas pour vous faire aimer les autres, c'est juste de vous aimer vous-même et de vous respecter parce que ni ton violeur présumé, ni la mort n'auront gagné. Bien sûr. Si nous avons repris le contrôle de nos vies, en fait. Et cette place qu'on mérite, en fait, parce qu'on est sur Terre, c'est pas pour vivre par procuration, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est pas facile. C'est vrai que quelquefois, de se dire « Ah oui, mais tu comprends, moi j'ai vécu ça, etc. » Ouais, mais c'est une fausse réponse. Fausse réponse. Exactement. Et on a tous notre part de responsabilité. Totalement. Est-ce qu'il y a des projets à venir pour justement le développement de ton podcast Entre vous et moi? Tu disais que tu voulais faire un bi-hebdomadaire. Ouais. D'autres projets également? Ouais, non, on a beaucoup de... Là où c'est très... j'allais dire... réconfortant. Ouais, c'est le mot. C'est qu'au départ, quand on monte une chaîne comme celle-ci, tu vas chercher, tu vas demander à de potentiels invités de venir. Est-ce que éventuellement ça vous intéresserait de venir sur ma chaîne? Et puis le jour où vous recevez des messages qui vous disent merci de m'aider. Ah, j'ai pensé à quelqu'un qui pourrait peut-être vous intéresser, etc. Super. Là, c'est hyper réconfortant parce que, pas pour mon ego, mais pour me dire, ok, les gens ont compris ce que ça voulait dire. Donc, évidemment, c'est de passer d'une hebdo à une bi-hebdo. Pour ça, il faut qu'on soit suivi, aidé, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et que, voilà, donc mon projet, c'est de trouver des mécènes, des investisseurs qui puissent porter haut et fort cette chaîne. Et ensuite, de pouvoir aussi porter cette parole, j'allais dire, dans les entreprises. C'est-à-dire que je pense aussi que là où la parole ne se diffuse pas, là où l'incompréhension peut se faire, seul, je pense, des témoignages, des interviews à cœur ouvert peuvent aussi dire que la peur, finalement, c'est ça qui permet de ne pas se comprendre, que ce soit en entreprise, que ce soit dans différents groupes.
Et quand on voit aujourd'hui l'actualité, c'est la peur de l'autre en fait. Bien sûr. Tout simplement pousse l'autre à mordre. Voilà. Je vois ton petit chien là qui est absolument affalé par terre. Quand deux animaux se connaissent pas et se sentent pas, ils attaquent. Sauf qu'après, ils peuvent se retrouver et cohabiter. Je pense que c'est ça. Et donc je pense que la parole, la libération de la parole, c'est quelque chose qu'il faut développer. Donc moi, je continue à porter haut et fort ma chaîne que je voudrais développer un maximum. Ouais. Comme toi. Super. Merci beaucoup, Demi. Merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!